Donc, dans ce bâtiment se trouve donc installée la gestion et la mise en ordre. La confiance des autorités marocaines a fait que j'ai été chargé de superviser cette opération. Donc, ce qui est pour moi à la fois évidemment un honneur, un plaisir, une joie intellectuelle, mais aussi une charge, puisque maintenant, régulièrement, toutes les 5 ou 6 semaines, je dois venir sur place, faire la mise en ordre de cet ensemble. Ont été fournis un certain nombre d'ordinateurs, donc l'ensemble va être saisi sur ordinateur. Un thésaurus est en cours de réalisation, c'est-à-dire que ces archives non seulement sont sauvées, mais je dois dire depuis, et vous en avez quasiment la primeur, depuis hier ou avant-hier, sont plus que sauvées, elles sont entièrement mises à l'abri. L'opération ira jusqu'à son terme. Nous avons donc là une masse de 2 km d'archives, dont mon propos est évidemment de faire en sorte qu'elles soient reclassées. Je vous passe évidemment les détails techniques d'archivistique, de classement, mais rationnels, de façon à ce que aussi ces archives puissent être, dans leur classement, en partie connectées avec les fonds qui ont été ramenés en France, de façon à ce qu'on puisse reconstituer des séries, voire faire revenir des pièces depuis la France pour compléter les séries qui sont restées au Maroc. Et ces séries, ce sont essentiellement donc les archives de gestion. Les archives qui sont très riches, puisque elles comprennent, donc je vous l'ai dit, 2 km, et elles sont très inégalement fournies. Certains fonds qui étaient importants, comme le fonds iconographique, le fonds de photographie, de plans d'images, ont entièrement disparu. Ça s'est volatilisé. Certains fonds intéressants d'ordre politique ont été également subtilisés. Il reste quand même de très belles séries, je vous l'indique, je suis prêt à répondre à vos questions, pas trop sur la nature de ce que l'on peut trouver, puisque j'y travaille depuis 6 mois très profondément, très fortement, puisqu'il faut réinventer tout un système de classement, ce que j'ai fait, et faire en sorte que ce système de classement puisse avoir une certaine logique avec les pièces qui ont été renvoyées en France, n'est-ce pas, ou à Paris, ou à Nantes, ou à Paris, ou à Nantes. Donc il y a là un élément, vous voyez, nouveau, important, je suis prêt à répondre aux questions des historiens et me les poser, et qui, je crois, est tout à fait important pour 2 raisons. La première, je vais faire en sorte que je termine, dans tous les sens du terme, je termine mon exposé, et j'ai terminé également cette mise en ordre. Nous allons faire en sorte de ne pas attendre que ces 2 km soient inventoriés, déblayés, reclassés, car à ce moment-là, il faudrait des années, et pendant des années, le dépôt resterait fermé. L'opération, je vais vous donner une idée, l'opération paraît simple, bon, on a quand même 4, 5 ordinateurs, c'est quand même assez lourd d'équipement, 5 personnes vont pouvoir travailler ensemble à la mise sur ordinateur. Mais nous avons besoin d'environ 6000 cartons, car ce sont des pièces. Or, 6000 cartons, cela représente très exactement 30 millions. Ça veut dire le coût d'une opération, rien de carton. Sans que parler des ordinateurs, du personnel, de l'aménagement des bureaux, rien
rien que pour avoir les boîtes de fiches. Donc, c'est une opération qui est une opération lourde, faite en collaboration avec une convention signée à la fois par le ministre marocain et par le représentant de l'ambassade. Donc, nous sommes sur un terrain juridique très sûr. C'est inscrit au budget. Mais si nous allions jusqu'au terme de l'opération avant d'ouvrir, il faudra attendre plusieurs années. Donc, la décision a été prise d'ouvrir fonds par fonds. Et je peux vous annoncer que dès cette année, donc la fermeture, vous voyez, ne va pas être trop longue, dès cette année, je pense au printemps. Le printemps, c'est bien parce que ça peut aller aussi bien d'avril jusqu'à juin. Alors, entre avril et juin, le premier fonds, j'ai divisé cela en une quinzaine de séries, la première série sera ouverte dans des conditions parfaites aux chercheurs, avec tout mis sur ordinateur, avec tous les moyens de reproduction nécessaires et avec une consultation rationnelle. C'est donc là, je crois, une nouvelle importante dont vous avez la primeur. Une nouvelle importante pour la recherche marocaine, car cela va avoir un effet d'entraînement et nous pourrons enfin accueillir sur place et ouvrir ce fonds qui pourra d'autant plus être ouvert qu'entre-temps, la législation, je pense la législation marocaine, je reviendrai si vous voulez, je serai intarissable sur le propos, j'ai déjà parlé trop longtemps, mais vous voyez combien il y a là une opération qui présente un intérêt auquel vous êtes tous sensibles, vous comprenez combien moi, je suis particulièrement sensible, étant me considérant comme marocain, j'en ai né à Rabat et en travaillé sur le Maroc, au terme de ma vie, je puisse, de chercheur, je puisse ainsi offrir aux jeunes générations un instrument national et personnel de connaissance de leur passé, et pour moi, évidemment, un plaisir immense. Avant de commencer les questions, je voudrais d'abord remercier le professeur Liège pour sa présentation, sur les nouvelles perspectives de sources françaises de l'histoire du Maroc. J'espère que lorsqu'il finira sa mission à la Bibliothèque générale de Rabat, qu'il sera chargé d'une autre mission à la Bibliothèque générale de Tétouan. C'est monsieur le centenaire. Parce qu'il nous a exposé le problème des sources en France, d'abord les sources marocaines, les sources françaises de l'histoire du Maroc en France, et ensuite il nous a donné les dernières nouvelles sur les développements de l'état des sources marocaines au Maroc, surtout à Rabat. Mais je crois que le problème est un problème national, dans le sens que dans la plupart des villes marocaines, le problème des sources historiques est très très grave. Par exemple, nous avons des bibliothèques de manuscrits comme la bibliothèque de Beni Youssef à Marrakech, la bibliothèque d'Al Qarawiyyin, la bibliothèque générale de Tétouan et beaucoup d'autres bibliothèques dans lesquelles l'état des manuscrits est vraiment déplorable. Il y a beaucoup à faire. Mais je crois que nous devons essayer de poser un certain nombre de questions, parce qu'en critiquant l'état actuel de la documentation Maroc, ça reflète le fait que nous sommes conscients de la gravité du problème, ce qui veut dire que nous avons commencé à chercher des solutions. Et ici, à Tétouan, il y a la Bibliothèque générale de Tétouan, qui est la deuxième au Maroc, qui, elle, n'a pas de statut légal non plus. Et il y a aussi un certain nombre très important de
bibliothèque privée dans la ville. Et il y a, dans le cadre de l'association Tétouan Asmi, nous sommes en train de créer aussi un centre de documentation avec l'ENS de Tétouan. Et nous allons commencer parmi autre chose avec la réalisation d'un projet qui consiste dans la création d'un réseau informatique et catalogue des bibliothèques privées de Tétouan. Et je crois que nous avons partagé beaucoup d'impressions avec le professeur Miège, qui nous encourage à nous orienter vers cette direction, parce que pour tout historien sérieux, le problème de la documentation, c'est la plus importante. Et j'aimerais constater que le professeur Miège, je suis d'accord avec lui que beaucoup d'historiens prennent comme prétexte idéologique, c'est-à-dire ils prennent l'idéologie comme un prétexte pour camoufler leur faiblesse historique, parce qu'un bon historien est un bon historien qui parle en français, en espagnol, en arabe. Un bon historien est un bon historien, et, point final. Un mauvais historien, il peut se camoufler dans l'idéologie, mais il finit par se faire découvrir. J'aimerais aussi parler d'un point qui m'a frappé dans la conférence du professeur Miège, c'est que les documents sont surtout des documents, c'est-à-dire une source pour écrire l'histoire. Mais cette documentation peut se transformer dans un thème historique. Et c'est ce qui s'est passé dans cette conférence. Les documents sont devenus un thème et en même temps des documents. C'est-à-dire qu'il nous a parlé de plusieurs problèmes historiques, de l'histoire coloniale, de l'histoire maritime, etc., mais à travers d'un thème central qui est la documentation. Je ne veux pas parler plus longtemps parce que je crois que je voudrais laisser le professeur Miège répondre aux questions. Je crois qu'il pourra peut-être diriger la session des questions. Je suis sûr qu'il y aura des questions. J'aimerais poser la question, puisqu'il y a eu transfert d'archives, documents de l'époque du protectorat au Maroc vers la France. Dans l'état actuel, vous êtes en train d'aménager un fonds marocain qui est resté au Maroc. Et comment on pourra envisager l'exploitation ou l'utilisation de cette autre partie de ces archives qui sont restées en France, depuis le Maroc? D'abord, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je suis, si vous voulez, chargé de mission. Ces archives sont des archives propriété marocaine. Donc, ce ne sont pas, comme on pourrait le dire pour schématiser, les archives françaises du Maroc. Il n'y a pas d'archives françaises du Maroc. Ce sont des archives chérifiennes, des archives marocaines, n'est-ce pas, datant de l'époque du protectorat, et donc qui représentent 45 ou 50 ans d'histoire du pays. Ça, c'est donc un élément essentiel. Alors, excusez-moi, la suite de... L'utilisation qu'on peut faire de l'autre partie qui reste en France. Alors, l'utilisation, vous avez tout à fait raison, excusez-moi, voilà, l'utilisation que l'on peut faire, elle est simple et compliquée. Premièrement, l'utilisation que l'on peut faire de ce qui est en France est entièrement libre. Donc, il faut aller dans un dépôt français, et c'est ouvert à tout le monde, à toute personne
ayant une carte d'identité, quelle que soit sa nature. Mais, et ici évidemment, comme toujours, il y a, et c'est un peu l'ennui, il y a des dossiers dits réservés, parce que la législation française classe, vous le savez, des dossiers normaux 30 ans, réservés 50 ans, confidentiels 70 ou 100 ans. Et ça, c'est laissé, c'est une règle française, une règle même internationale, c'est laissé en grande partie au choix du conservateur, qui est maître de son dépôt. C'est ainsi que le conservateur de Nantes, où se trouvent les archives marocaines, a été vidé par son laxisme, parce qu'il pensait qu'il pouvait laisser voir des documents. De certains documents qu'il a laissés voir, mauvais usage aurait été fait, et on a nommé dans ce dépôt, qui est devenu un des plus grands de France, quelqu'un qui sortait de l'école des chartes et que l'on tenait bien en main et qui applique un règlement extrêmement strict, n'est-ce pas, de consultation. Donc la consultation en France est tout à fait libre, ça c'est le premier point. Alors deuxièmement, si vous voulez, pour le Maroc, il n'y a pas, et c'est là le gros problème que nous espérons faire déboucher grâce à cette opération, il n'y a pas au Maroc de législation d'archives. Et c'est ça qu'il y a, évidemment, de surprenant, et je me permettrai de dire, généralement pas de jugement, d'un peu scandaleux qu'il n'y ait pas de législation d'archives. Le Maroc vit sur un daïr qui date, j'ai un peu trop de mémoire maintenant, je suis fatigué, mais un daïr qui date de 1927. Et c'est ce daïr qui est peut-être, à ma connaissance, le daïr le plus court, j'ai lu beaucoup de daïrs, le daïr le plus court qui soit. Et ce daïr signale qu'il sera créé un service des archives qui recevra les documents ayant plus de 10 ans d'âge. Point final. C'est sur ça que vous vivez au point de vue archive. C'est donc quelque chose qui ne peut pas, évidemment, qui ne pouvait pas perdurer. Vous voyez. Donc, ça, c'est... Alors, pour compléter je ne voudrais pas refaire une conférence, un exposé, pour compléter votre question, il a été envisagé, mais c'est envisagé de façon extrêmement prudente. Et on a raison d'être prudent. Il a été envisagé des échanges ou des déplacements, c'est-à-dire que les archives qui auraient été indûment transportées en France réintègrent le Maroc. Et que, j'allais dire dans l'autre sens, mais en même temps, ça ne se passera pas. Et il n'y a pas d'archives à récupérer. Mais cela a été prévu, puisqu'il y a quelques archives dont même les archivistes français ne savent pas trop. Moi, j'en ai retrouvé la source parce que je suis historien, donc archiviste. Eux, ils ont à gérer, c'est normal, leur dépôt. Donc, certaines pièces reviendront. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, tous les dossiers de l'enseignement public des fonctionnaires français sont à Rabat. Et tous les dossiers de l'enseignement public marocain sont à Nantes. C'est le paradoxe, vous voyez. Donc, manifestement, il faudra qu'il y ait, mais avec prudence. Et la règle est que maintenant, on ne fait plus beaucoup, presque plus, de transfert de pièces, mais on transfère évidemment des photocopies ou des microfilms que l'on fera pour compléter les séries qui font défaut à Rabat. Une des séries les plus riches, celle que j'ai mise en chantier, celle sur laquelle vous pourrez travailler donc, le plus rapidement, c'est la série concernant les municipalités. Parce que les municipalités ont été créées très tôt, dès 1912 en réalité, pas 1913 en général, qu'elles ont été créées successivement assez vite. Il y a eu 18 municipalités de créées, et que ces municipalités, les archives sont assez bien conservées, et que ça permet à la fois des études d'une époque. On peut étudier par exemple la disette de 1932
dans toutes les 18 municipalités, qui vont d'Agadir jusqu'à Oujda, dans tout le Maroc, où on peut étudier des thèmes. C'est-à-dire on peut étudier le thème de l'hygiène, le thème de la propriété, etc., dans l'ensemble du pays. Donc j'ai choisi cette série parce qu'elle m'a paru une des plus riches et qu'elle représente dans 18 villes, qu'elle intéressera les chercheurs de tout le Maroc, depuis Oujda jusqu'à Essaouira. Et là, bon, c'est assez... Nous avons déjà... On a commencé un peu le travail, c'est un travail compliqué par des sondages. Nous avons fait dans cette série une 120 ou 130 cartons qui montrent bien la richesse que cela représente. Comment? Cinématographique. Non, alors là, c'est ce que je disais un petit peu. Tout ce qui était film, photographie, carte postale, a pratiquement disparu. Et ça, ça a disparu de façon désagréable, si vous voulez, parce que ça a disparu par larcin pour être plus ou moins revendu pour des collections. Alors il reste quelques débris, mais c'est infime par rapport à ce qu'il y avait autrefois. Par contre, si vous vous intéressez à ça, à Nantes se trouve le fonds cinématographique et photographique de la résidence générale. Donc le service photographique de la résidence, et qui est très, je le signale, qui est un fonds très riche, qui fait autour de 6000 photographies, et qui a été fait systématiquement. Pour ceux d'entre vous qui feraient des études ou qui auraient un intérêt, c'est ainsi par exemple que le même endroit de Rabat a été photographié quasiment tous les ans à des années d'intervalle. Alors on voit très bien le développement de la ville. Pour Ifrane, c'est la même chose. On a très bien Ifrane n'étant rien du tout, et puis Ifrane dans les années 50-55. Là, vous avez, ça va être mon rôle un peu de servir de liaison, vous avez un bon catalogue qui vient de sortir à Nantes sur le fonds iconographique marocain, avec d'ailleurs un très beau lapsus, une très belle erreur, comme quoi, et une très belle photographie du maréchal Lyoté, avec 4 officiers, 4 personnes autour de lui. Il y a marqué les 3 beaux-fils et le fils de Lyoté. Or, tout le monde sait que Lyoté, de par ses mœurs même, peut difficilement être père, et qu'en réalité, ce n'est pas son fils, mais son beau-fils, c'est le fils qu'il avait. Et donc, il y a la fille de Lyoté, tous les historiens pourront dire qu'ils ont vu la photographie du fils de Lyoté, ce qui est une grande nouveauté dans l'histoire. J'ai planté 200 ou 300 arbres et j'ai fait 25 livres. Alors je crois qu'elle a quand même devra avoir un petit passe droit pour la porte, pour la centralité peut-être. Donc, tout simplement une petite question. Est-ce que le classement de ces archives, est-ce qu'elle est faite selon les personnalités, selon la chronologie, ou bien selon les thèmes? Non. Alors, vous avez une question très pertinente. Nous, le classement de ces archives se fait suivant les règles internationales de classement des archives. C'est-à-dire qu'une pièce doit être ramenée
à l'organe émetteur, à l'organe producteur de la pièce. Donc vous faites un organigramme, c'est ça qui est compliqué, un organigramme de l'administration et vous réunissez les pièces qui sont issues des mêmes branches maîtresses, des mêmes branches ou des mêmes rameaux. Donc vous avez ici, n'est-ce pas, une règle très stricte que nous appliquons, qui est la règle de l'origine administrative de la pièce. Alors, c'est particulièrement difficile pour le baroque, puisque cette administration néo-chérifienne, il n'y a d'abord qu'un front, et puis ensuite il y a des branches au fur et à mesure que l'administration se complique, et puis en plus ensuite des branches adventices, et puis ensuite des rameaux, puis ensuite des feuilles. Donc j'ai recréé, je vais vous le montrer, l'organigramme successif de toute l'administration marocaine, de façon à ce que le classement soit parfaitement logique, en fonction des principes archivistiques. Mais je tiens compte, et je fais moi-même des brèches à ma doctrine ou à la doctrine, je tiens compte de la nécessité d'avoir des séries qui ne soient pas des séries éthiques, maigres comme tout, parce que comme il y a eu des disparitions, etc., je ne peux pas avoir une série et mobiliser une lettre de série pour 3 ou 4 dossiers. Donc je rapproche le dossier, en toute histoire était compliquée. Et enfin, je fais en sorte autant que possible, de tenir un petit peu compte des fonds transférés, c'est le dépôt le plus important, à Nantes, de façon à pouvoir mettre des passerelles pour les chercheurs qui auront à étudier les 2 séries de fonds. Donc c'est assez compliqué comme tâche. On fait l'arbre généalogique, si vous voulez, du fond, depuis le service central. Alors c'est comme toujours un jour, le service central se magnifie au fur et à mesure que l'administration foisonne. Je tiens tout d'abord mentionner, je vous remercie sur votre exposé. Je pense en tant que géographe, je ne suis pas bien placé pour poser des questions dans le domaine de l'archive concernant l'histoire, mais je voudrais seulement savoir une chose, c'est que quand on parle des archives marocaines, pendant la période du protectorat, on comprend bien sûr qu'il y avait, pendant cette époque, il y avait 2 zones. Il y avait l'ex-zone française et l'ex-zone espagnole. Donc quand on parle de ces archives, est-ce qu'il y a par exemple une documentation qui concerne cette frange septentrionale qui est le Maroc du Nord pendant cette période? Parce que là, si on compare les archives françaises aux archives espagnoles, on constate qu'il y a un déséquilibre quantitatif et un déséquilibre qualitatif à ce niveau. Donc, est-ce qu'il y a une documentation qui concerne cette zone pendant cette période? Alors, je répondrai tout de suite positivement, et je m'excuserai parce que c'était un des points que j'avais noté dans mon propos, et vous savez, je n'aime pas lire, j'aime bien parler librement, et comme je suis un peu fatigué, ça m'a échappé. Donc, il y a énormément de choses concernant la zone, la zone nord. Il y a beaucoup de choses pour de multiples raisons, puisque l'histoire est imbriquée et que donc cette zone était particulièrement surveillée. Donc, il y avait 2 ou 3 séries d'informations régulières venant des postes fixes consulaires français, où il y avait toujours un spécialiste du renseignement. Donc, vous en aviez un à Tétouan, vous en aviez un dans chaque préside, et vous aviez également celui de Tanger, plus les postes frontières. Donc là, il y a une information qui est une information régulière, et qui est une information extrêmement riche. C'est ainsi que j'étais hier matin en train, parce qu'il faut que je vois les dossiers pour savoir, en train de dépouiller une série, qui est justement la série que je faisais un peu pour vous en parler, et qui est justement la série concernant les renseignements politiques. Eh bien, il y a un bulletin politique
politique au sens général, qui est transmis à la résidence et aux hauts fonctionnaires, donc c'est ce qu'on appelle les documents semi-secrets et confidentiels. Ils sont